Jamais dans son histoire récente, le Mali n'a été confronté à autant de coupures d'électricité que lors de ces derniers mois. La mauvaise gestion, le vol de carburant, les pratiques malsaines au sein d'EDM sont autant de raisons avancées par le ministère de l'Énergie et de l'Eau pour justifier ces délestages. Quel impact ces coupures ont-elles sur les activités économiques? Comment en est-on arrivé là et dans quel état financier se trouve Énergie du Mali? Peut-elle relever les défis de la production et de la distribution de l'électricité? Comment améliorer la fourniture d'électricité? Énergie, quel modèle économique adopter? C'est le titre de cette émission. Les éclairages avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. À Bamako et à l'intérieur du pays, les délestages sont courants depuis plusieurs semaines, ce qui nous amène à parler donc de l'électricité. Vous comprendrez en regardant d'abord le portrait de notre invité principal. Spécialiste en énergie renouvelable, changement climatique et développement d'entreprise, Dr Ibrahim Togola compte plus de 25 ans d'expérience, notamment dans les organismes à but non lucratif consacrés aux politiques de développement des énergies renouvelables, à l'accès à l'eau potable, aux enjeux climatiques et aux problèmes environnementaux. C'est dans ce contexte que Dr Togola a collaboré avec plusieurs gouvernements nationaux et des institutions telles que l'Union européenne, la Banque mondiale, le PNUD, le KfW, dans la mise en œuvre de projets visant à surmonter les obstacles liés à l'accès aux services énergétiques durables et modernes en Afrique. Il a cofondé ces dernières années plusieurs structures, parmi lesquelles Nieta Finance SA, une institution de microfinance spécialisée dans le financement des énergies renouvelables. Access SA, une entreprise d'électrification rurale avec système hybride solaire. Fondateur de Mali Folk Center, dont il a été le premier directeur en 1998, Ibrahim Togola est depuis 2008 le président du conseil d'administration de cette ONG qui œuvre au renforcement des populations rurales et à leur autonomisation à travers les énergies renouvelables et la protection de l'environnement. De 2012 à 2016, sur la base de concessions avec la Madère, Mali Folk Center et ses partenaires ont développé 23 projets hybrides solaires diesel pour l'électrification rurale. Cet entrepreneur vert est également l'initiateur et directeur de Scatec Solar West Africa SA. Entre 2009 et 2014, M. Togola a été professeur associé d'énergie renouvelable et de développement rural à l'Institut Polytechnique Rural. Ingénieur et économiste de formation, Ibrahim Togola est titulaire depuis 1996 d'une maîtrise en électromécanique de l'Université Polytechnique de Saint-Pétersbourg en Russie. Il a également 2 DEA, un en politique environnementale en économie, obtenu en 1997, et un autre en sources d'énergie non traditionnelles et renouvelables, obtenu en 1998 à l'Université Polytechnique de Saint-Pétersbourg. C'est d'ailleurs dans cette université qu'il décroche en 2003 son doctorat en énergie renouvelable. Dr Ibrahim Togola a plusieurs certificats dont celui d'Harvard University, John Kay School of Government, du programme exécutif sur l'infrastructure dans une économie de marché. Du point de vue associatif, Dr Togola est vice-président de l'Association mondiale pour l'énergie éolienne et vice-président de la Fédération malienne des énergies renouvelables. Il est chevalier de l'Ordre national du Mali. En 2014, Ibrahim Togola a obtenu le prestigieux prix allemand Einstein Solar World Awards, faisant de lui le premier Africain à recevoir une telle distinction. Dr Ibrahim Togola est l'invité principal de Entreprendre. Docteur Ibrahim Togola, spécialiste en énergie renouvelable, changement climatique et développement d'entreprises, m'a rejoint. Monsieur Togola, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Anna. Alors vous êtes actuellement le président du conseil d'administration de Mali Folk Center. Vous êtes surtout sur ce plateau en qualité de président directeur général de Access. Et merci de m'avoir donné cette opportunité et aussi je suis très honoré d'être là pour vraiment débattre d'un sujet aussi important
pour toute nation, pour notre civilisation. Si vous voyez que l'homme est devenu vraiment, avec toutes ses capacités, à aller à faire ce que l'homme est en train de faire sur cette terre et à dominer, c'est-à-dire les planètes et l'espace, c'est avec l'énergie. Donc l'énergie est essentielle et je suis vraiment très ravi d'avoir cette opportunité d'échanger avec vous et aussi avec d'autres éminents experts sur un sujet crucial et aussi sur un défi que notre pays vit actuellement à ce moment précis. Alors pour nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas Access, qu'est-ce que vous leur dites? Access est une entreprise malienne donc, qui a été fondée en 2005 avec comme vocation à l'époque de faire la promotion de l'entrepreneuriat dans les domaines des énergies renouvelables. Parce que donc, dans un premier temps, quand moi je suis arrivé au Mali très jeune, avec des collègues du lycée, de l'ENI, on a formé le Mali Folk Center, qui était une ONG. Et cette ONG, le Mali Folk Center, a fait beaucoup au Mali et en Afrique. Donc à un moment donné, après 8 ans, j'ai souhaité vraiment passer la main à d'autres collègues, avec lesquels je suis cofondateur avec d'autres, pour qu'ils prennent les rênes de l'ONG. Et alors je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et donc en formant avec d'autres collègues qui sont des ingénieurs comme moi, et cette entreprise Access à l'énergie. Donc parce que pour nous, il ne peut pas avoir la pauvreté première, la première raison de pauvreté de l'Afrique, malgré le potentiel énorme de l'Afrique, c'est que l'Afrique manque de maîtrise d'énergie. Parce que l'énergie est un catalyseur, c'est un outil au service du développement. Il ne peut pas avoir le développement sans accès à l'énergie. Et donc nous nous sommes dit, bon, pourquoi pas, on parle de politique. J'ai eu la chance de contribuer à l'élaboration de la politique énergétique du Mali. J'ai eu la chance de participer à l'élaboration, selon être le coordinateur de la stratégie malienne des énergies renouvelables. Donc c'est cette expérience-là qui vous a permis justement d'entreprendre beaucoup plus dans ce secteur. Parce qu'on voulait pousser les autres à aller, mais les autres ne partaient pas. Je me suis dit, bon, écoute, peut-être au lieu de dire que pour que les autres aillent, pourquoi nous-mêmes on ne crée pas notre entreprise et on montre que vraiment dans ces secteurs on peut réussir. Parce qu'en 2005, ce n'était pas évident. Tu parles des panneaux solaires, tu parles de biogaz, d'éolien, les gens vous prenaient comme étant, bon, ce n'était pas un secteur aussi attrayant. Et donc, mais il fallait les faire et après d'autres nous ont rejoints. Est-ce que nos téléspectateurs pourront voir cette émission lors de sa première diffusion? La question mérite d'être posée puisque maintenant les coupures sont devenues monnaie courante dans la capitale mais aussi à l'intérieur du pays. Dans la capitale on parle des heures mais dans certaines régions du pays on parle des jours. Les raisons de cette situation sont évoquées dans ce grand angle d'Ibrahim. Il ne se passe pas un jour sans coupure d'électricité à Bamako et à l'intérieur du pays. En fonction des localités, ces coupures durent des heures ou des jours, ce qui impacte négativement les activités économiques. Les coupures avec notre entreprise, j'avoue que ce n'est pas quelque chose de vraiment facile. Ça joue beaucoup sur nous, sur toutes les activités. Car on est obligé de travailler avec des groupes électrogènes presque tous les jours. Et là, on paye du carburant et vraiment c'est une autre dépense. Comment un entrepreneur peut évoluer sans électricité dans le monde actuel? Ce n'est pas possible. Le Mali ne peut pas avancer avec des coupures incessantes comme ça. Donc il faut vraiment trouver une solution pour que les gens puissent travailler. Donc, tout le monde n'a pas les moyens, la possibilité d'avoir des groupes électrogènes ou de pouvoir financer l'essence dans les groupes électrogènes. Jusqu'à un passé récent, les coupures d'électricité au Mali étaient monnaie courante durant les mois de mars, avril et mai, qui correspondaient à une période de forte chaleur, donc au pic. Mais cette année, elles ont atteint un niveau jamais égalé au point où, le mardi 24 octobre dernier, la ministre de l'Énergie et de l'Eau a dû intervenir à la télévision pour s'excuser auprès des populations et expliquer les raisons de ces coupures intempestives. Selon Bintou Kamara, la mauvaise gestion, la surfacturation, le vol de carburant et les pratiques malsaines sont autant de facteurs qui entravent la bonne fourniture en électricité par EDM. Elle explique que le fioul, plus économique dans la production thermique, aurait été délaissé au profit du gasoil exonéré et facilement détourné, ce qu'elle qualifie de vol. Nous avons mis en place un système de gestion et de contrôle. Ce contrôle porte sur les fournitures de citernes qui arrivent au niveau des EDM. Parce que quand les citernes arrivent au niveau des EDM, c'est
Tout est centralisé au niveau de la centrale de Balengue. Balengue qui est à côté tout près. Et maintenant, c'est à partir de Balengue qu'il y a un dispatching vers les autres centrales, surtout au niveau de Bamako et souvent dans les régions. Maintenant, on a constaté quoi? C'est-à-dire que quand ces citernes-là arrivent, c'est enregistré au niveau de Balengue. Et souvent, quand on fait le dispatching, par exemple, pour aller, on met 2 citernes sur Dar Salam. En cours de route, il y a une citerne qui disparaît. Ou bien les 2 citernes disparaissent. Donc, ce sont ces manquants qu'on a constatés comme cela. Et ces manquants, nous, on les qualifie de vol. Et ces manquants, sur 4 jours seulement, nous avons constaté qu'il y a 59 citernes, c'est le chiffre exact, qui ont disparu entre Balengue et les différentes centrales de Bamako. Le carburant détourné serait revendu dans certaines stations et à certains industriels à un prix moindre, au dire de la ministre, qui parle également de vol au niveau de la facturation. Donc au niveau des EDM, il y a des vols sur les carburants, il y a les vols sur les facturations, et également, on n'a pas encore fini, mais on a constaté par exemple sur les facturations, sur un seul fournisseur, sur 2 mois seulement de contrôle, nous avons constaté qu'il y a 1,6 milliard de facturations complémentaires, supplémentaires à ce niveau. Et sur un deuxième fournisseur, uniquement sur l'année 2022, nous avons constaté 52 factures supplémentaires pour un montant de 18 milliards surfacturés. Et là, c'est uniquement sur 2 fournisseurs. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que EDM a 800 fournisseurs. 800 fournisseurs au niveau des EDM, à qui aujourd'hui EDM doit plus de 600 milliards. Face à ces accusations, le vendredi 27 octobre, soit 3 jours après, la synergie des syndicats d'EDM a refuté les propos de sa tutelle. Madame la ministre prétend qu'un fournisseur avait livré 17 citernes dans la journée du 19 et qu'ils n'ont pas vu leurs traces sur les documents et que le chef de centrale de Balengue avait été réticent à leur fourniture de données. Preuve contre preuve. Les 17 citernes dont elle parle avaient déposé là avec les bordereaux de réception. À Kapmala, Madame la ministre, à janvier là, Kana, en 9 mois, l'État est énergie subventionnée à hauteur de 106 milliards. Madame la ministre, vous avez tout faux sur toute la ligne. Vous avez tout faux sur toute la ligne. Au moins qu'elle n'ait confondu la subvention avec les arriérés de consommation d'électricité des services. Sinon, en 2023, le total de la subvention d'exploitation reçue de la part de l'État s'élève à 21,5 milliards. Pour ces syndicalistes, le modèle économique actuel d'énergie du Mali n'est pas optimal pour sa bonne marche, puisqu'elle produit à perte. 1 kWh sorti d'usine à l'énergie du Mali avoisine les 200 francs. Mais un prix de vente est imposé à l'énergie. Au prix est combien? La moyenne, c'est à peu près 90 francs. La moyenne, à peu près, c'est 90 francs que nous vendons le kilowattheure. Alors que nous produisons à 200 francs. Faites un calcul également à chaque kilowattheure. À chaque kilowattheure. Les recettes mensuelles d'énergie du Mali sont estimées à 20 milliards de francs CFA, dont 18 milliards servent à payer les fournisseurs de carburant et 2 milliards à payer les salariés, qui sont au nombre de 2500 d'après la ministre Bintou Camara. En 2020, la production électrique nationale était de 2577,44 gigawatts. D'après l'étude DREI, sur le mini-réseau du PNUD, on y apprend que le thermique avait une part de 69% contre 26,8% pour l'hydraulique et 4,2% pour le solaire, pour un taux d'électrification de 50,56%. Selon ces données,
Toujours en 2020, plus de 10 millions de Maliens n'avaient pas accès à l'électricité. Docteur Ibrahim Togola, j'ai juste après ce reportage envie de vous poser une question. Comment analysez-vous ces propos de Madame la ministre de l'Énergie et la réponse, j'ai envie de dire, des syndicalistes? Merci bien. Moi, je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui est que la situation elle est très grave. Elle est vraiment très sérieuse parce que c'est une question de développement de notre pays. Parce que sans l'énergie, il n'y a pas de développement. Aucun pays ne peut se développer sans énergie. Le Mali fait face déjà à une situation assez complexe et vraiment à une situation fait face à énormément de difficultés. Et donc, dans les ensembles, que ce soit les autorités du pays, la population du pays, cherchent vraiment à trouver des solutions pour le développement de notre pays. Et maintenant, mais ces développements, le combustible de ce développement économique, c'est l'énergie. Et Bamako et les grandes villes maliennes constituent vraiment les locomotives du développement économique parce qu'on est en train de parler du milieu urbain. Ce milieu urbain représente en tout et pour tout 40% de la population. 60% de la population malienne vit en milieu rural. On ne parle même pas. Ces populations sont des agriculteurs, c'est des éleveurs, c'est des pêcheurs et dont l'économie est basée essentiellement sur les secteurs primaires. Donc ces secteurs primaires, aujourd'hui, deviennent de plus en plus vulnérables, comme vous savez, je suis dans l'environnement, à cause des effets des changements climatiques. Et maintenant, comment on peut... Et le taux d'électrification rurale en milieu rural est moins de 20%. Nous pouvons maintenant aussi mettre ça dans l'équation, que le milieu urbain, il y a des problèmes. Des problèmes, le département a parlé des questions de vol. Donc, ces problèmes de vol sont liés à un problème de gouvernance. Et maintenant, et comme conséquence, le peu de Maliens en milieu urbain qui ont l'énergie aussi sont vraiment affectés, c'est-à-dire par l'absence, c'est-à-dire et la souffrance par rapport à la fourniture. Justement, donc, on aura l'occasion de bien détailler tout ce que vous venez de dire. Mais avant, j'ai le plaisir de recevoir deux autres invités. Tout d'abord, M. Abdelwahab Diakité. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nous avons également M. Modibo Mao Makalou, économiste. M. Makalou, merci d'être sur notre plateau. Monsieur Makalou, je rappelle que vous avez été conseiller chargé de l'énergie à la présidence de la République de 2002 à 2017. C'est dire que votre présence sur ce plateau va nous permettre de mieux éclairer nos téléspectateurs sur les questions d'énergie. Monsieur Abdelwahab Diakité, vous êtes le président par intérim de l'ASCOMA. L'ASCOMA, c'est l'Association des consommateurs du Mali. Monsieur Diakité, je vais commencer par vous en tant que président de l'ASCOMA. Comment est-ce que vous percevez cette question d'énergie de coupure? On était habitué à ressentir ces coupures-là lors des périodes de mars, avril et mai, dites des périodes de forte chaleur, donc du pic où il y avait des coupures. Mais là, on est loin de ces périodes et il y a toujours des coupures. Nous disons que l'intervention du ministre est une opportunité pour la population malienne de s'en saisir carrément. Parce qu'en fait, l'électricité, c'est un problème de vision. S'il n'y a pas de vision, on n'ira nulle part. Donc maintenant, ces coupures-là, vous parlez d'économie, mais moi d'abord, je parle d'hommes. C'est ressenti d'abord au niveau des structures sanitaires. On ne peut pas faire d'évaluation, sinon ce serait un scandale. Bon, au niveau du secteur informel, je parle sous le couvert du docteur Makalou, et le secteur informel a un grand poids dans l'économie nationale. Mais malheureusement, ce secteur est le plus affecté aujourd'hui. Et ce qui est grave encore, l'État ne compte que sur la fiscalité. Il n'y aura pas d'accompagnement social par rapport à cela. Donc doublement, c'est-à-dire c'est et les structures sanitaires et le secteur informel, je dirais tout simplement que l'économie est arrêtée et
les services sociaux également sont arrêtés. C'est vrai qu'on ne va pas mettre l'accent ce soir sur l'aspect social, sur l'aspect sanitaire, donc ces aspects voilà, où les coupures occasionnent beaucoup de dégâts. On va mettre beaucoup plus l'accent sur l'aspect économique, comment ces entreprises, ces structures-là vivent ces coupures. Mais M. Makalou, comment expliquer cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Tout est lié par contre. Merci et bonsoir. Ce que je puis dire, c'est que ce qui a été dit autour de cette table, l'électricité, c'est un facteur vital pour l'État, pour l'activité économique, la vie de tous les jours, aujourd'hui, dans un pays comme le Mali. Pour vous dire, en fait, plusieurs études ont prouvé qu'il y a une corrélation étroite, directe, positive, entre le produit intérieur brut, PIB, qui reflète l'activité économique. Le PIB, par exemple, du Mali, ce serait la valeur de l'ensemble des activités de production et de vente dans notre pays pendant une année. Donc, si nous allions mesurer en 2023 le PIB, nous allons voir comment... Il y aura donc des conséquences, il y aura des répercussions. Bien sûr, les délestages ont impacté l'activité économique. C'est ce que M. Diakité essayait de vous expliquer. Ce que M. Togola aussi a dit, Dr Togola a dit. Donc il y a une corrélation directe, c'est-à-dire plus vous avez accès à l'électricité, plus l'activité économique augmente. Et plus vous avez des délestages, plus vous allez perdre des points de croissance économique en termes de PIB. Et donc le PIB, c'est le revenu annuel des Maliens. Donc comment cela sera reparti? Je pense que tout le monde sera touché. Les industriels seront touchés, les artisans seront touchés, vous et moi nous serions touchés parce que il faut savoir que l'électricité rentre non seulement dans la production nationale, que ce soit les investissements, les entreprises, mais aussi dans la consommation nationale. Le boutiquier, celui qui vend du poisson ou celle qui vend du poisson, ceux qui transforment les produits, qui n'ont pas accès, le vulcanisateur qui n'arrive pas à travailler pendant toute la journée parce qu'il n'a pas... Donc tout cela, et ça revient à ce dont M. Diakité a parlé concernant le secteur informel. Et vous savez qu'il y a une étude récente de l'Institut national de la statistique qui vient de confirmer que il y a 98% des unités économiques au Mali sont informelles. Donc si on revient à la taxation et puis tout le reste, mais ce sont des gens qui consomment de l'électricité et qui payent. Mais maintenant, le plus urgent pour moi, c'est de voir, vous avez parlé du modèle économique, parce qu'il faut résoudre les problèmes dans leurs causes, pas dans leurs effets. La simple chose, ce qu'il faut retenir d'emblée, c'est que Énergie du Mali a été créée le 14 octobre 1960. C'était une société d'économie mixte où l'État avait 55% des actions. Et cela a été le cas jusqu'en 2000, où il y a eu l'ouverture, la libéralisation, mais ça a toujours été sous forme de concession, qui est une forme de partenariat public-privé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est un établissement public à caractère industriel et commercial. Cela veut dire que c'est une société, c'est une personne morale de droit public ayant pour activité une mission de service public à caractère industriel et commercial. C'est ce qui explique le fait que le tarif ne puisse pas augmenter? Si on vous demande d'effectuer une mission de service public, comme M. Diakité l'a demandé, il ne faut pas que la tarification soit pleine, mais que vos coûts de production sont à un niveau, on parle de 200 francs, mais en 2021, une étude quand même a révélé que la moyenne de production du kilowattheure était de 151 francs à peu près. On va justement voir tout à l'heure la production. Et le prix de vente à 99,93 francs. Donc, vous avez un différentiel de 51,55 francs par kilowattheure qui est perdu et qui, en principe, est compensé par la subvention. Donc, on demande à EDM, faites-nous des bénéfices, mais en même temps, attention, il ne faut pas que les tarifs soient trop élevés parce que le consommateur malien... Donc, c'est la dualité de la mission d'EDM. Donc, le modèle économique est à revoir et le fait aussi que l'offre
est insuffisante, de l'électricité insuffisante ces dernières années. Vous me parlez d'offres, M. Makalou. Justement, je vous invite à regarder cette première infographie qui va nous amener justement à voir un peu l'offre au niveau de la production d'électricité. En 2014, la production d'électricité était de 1573 gigawattheures. En 2019, cette production était de 2412 gigawattheures. En 2020, cette production était de 2577,44 gigawattheures. Les perspectives, parlons un peu des perspectives. Les perspectives pour 2025 parlent de 6000 gigawattheures, 6057 gigawattheures pour être précis. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est notre capacité de production. C'est ce que ça veut dire? L'accès à l'énergie, la consommation énergétique d'un pays ou d'une économie, c'est comme un corps humain, d'un bébé à un adulte. Aujourd'hui, vous savez, l'économie Bamako est une ville galopante. Les milieux ruraux, les villes moyennes du pays, il y a une dynamique très importante. Donc, la projection de la consommation ou bien la production énergétique va aller, parce que la demande va aller vraiment de façon exponentielle. Donc, c'est le business model qu'il faut revoir. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vraiment continuer, c'est-à-dire à avoir une économie qui est en train de se développer, où des besoins sont là, les investissements, c'est-à-dire les gens sont dans l'agro-business, les gens sont dans les logistiques, les gens sont dans la transformation, il y a différentes industries qui sont en train de venir, et maintenant que nous avons une société où il y a l'État et l'actionnaire, le seul actionnaire, et qui demande, et l'État doit être le seul bailleur de fonds, pendant que l'État a d'autres priorités. Vous savez, prenez l'école malienne, il y a combien d'étudiants aujourd'hui, combien d'investissements on a besoin, prenez la santé, les secteurs de la santé, prenez en même temps aussi la situation, le contexte du monde et du Sahel en matière de sécurité, où l'État aussi a des investissements importants à faire dans ces secteurs. Ici, c'est l'État qui doit aussi être le seul à investir dans l'énergie. Donc, en ce moment, il y a un problème. Donc je pense qu'il y a... Le partenariat public-privé va permettre de résorber la question. C'est vrai que dans la deuxième partie, on va parler beaucoup plus de solutions. J'ai beaucoup travaillé avec le Maroc et en son temps, la position marocaine était très simple. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas en tant qu'État marocain les moyens de financer l'économie parce que nous avons une vision d'être un pays émergent. Donc on crée un cadre, c'est-à-dire qui permet aux investisseurs de venir et d'investir dans l'énergie. Et donc, en ce moment, l'État va concentrer ses efforts dans d'autres choses. Donc, je pense qu'au Mali, partout dans le monde, l'énergie est un secteur où l'État, parce que c'est un secteur qui est du secteur public, donc l'État régule et maintenant, les investisseurs ont créé un cadre pour investir. Maintenant, pour le cas du Mali, nous avons un pays qui a un potentiel de plus de 1 giga en hydroélectrique. Le fleuve Niger et tous les sites des barrages sont identifiés. On a plus de 3000 heures d'ensoleillement par an. Donc d'abord, les barrages sont identifiés. Le solaire aujourd'hui est une technologie prouvée. Donc, et il y a des projets solaires dans les pipelines. Je suis le promoteur de Ségou Solaire, donc il y a une centrale donc, depuis bientôt 10 ans. Donc il y a des barrières qui sont là, qui font que les projets structurants, parce que quand on est dans l'énergie, on doit parler de projets d'investissement structurants et on doit se poser la question, pourquoi en Mauritanie, on peut développer un projet de 200, 400, 500 mégawatts en 3 ans et l'installer, les rendre opérationnels, et au Mali, un projet, ça prend 10 ans pour pouvoir vraiment les réaliser. Pourquoi? Alors qu'il a un besoin et il y a les investissements. Donc je pense qu'il faudra mettre un cadre qui mettra vraiment aux investisseurs nationaux, c'est-à-dire et aux investisseurs étrangers, suivant ce cadre-là est défini par l'État et qui permet vraiment qu'un projet de l'entrée à la sortie de sa réalisation ne doit pas dépasser un temps bien défini et qui permet vraiment à l'État, c'est-à-dire à ses promoteurs d'injecter sur le réseau et pour pouvoir soulager l'État parce que l'État a beaucoup de priorités et aussi a beaucoup de charges. Bon, je pense que, docteur, votre question là a une réponse, quoi. Tout dépend de la vision des sociétés, c'est tout. Je me rappelle encore quand j'étais au lycée, mon professeur d'économie nous disait que la continentalité est une opportunité pour votre pays, mais à condition que vous ayez des dirigeants visionnaires, c'est tout. Monsieur Makalou, on est très loin des perspectives qui visaient à tripler notre production, partir de celle qu'on avait en
en 2020, qui était d'un peu plus de 2500 à 6000 en 2025. 2025, c'est dans 2 ans. On en est très loin. On en est très loin. Si je reviens un peu plus tôt, en 2002, nous étions à 590 gigawattheures. Il y a eu un effort de fait. Donc nous avons presque multiplié par 5 la production. C'est déjà bien parce que déjà en 2002, le taux d'accès à l'électricité au Mali était de 8%. En 2013, nous étions à 32%. Actuellement, en 2022, nous devrions être... Vous me tendez une perche, on va voir justement le taux d'électrification. Le taux d'électrification en 2020 au Mali était donc de 50,56%. Ça, c'est au niveau national. Quand on prend le milieu urbain, c'était de 96%. Au niveau rural, Dr Togola, vous en parliez tout à l'heure, c'est un peu plus de 20%, c'est 21,12%, c'était en 2020. Et j'aimerais surtout vous faire réagir sur ça, M. Makalou, je vous donne la parole. On a plus de la moitié de la population, en tout cas en 2020, on avait plus de la moitié de la population qui n'avait pas accès à l'électricité. Quand on regarde ce taux, quand on parle de 50,56%, pour être précis, on a 10,1 millions de personnes qui n'avaient pas accès à l'électricité contre 10,24 millions de personnes. Oui, non, vous savez, en réalité, ce taux a augmenté. En 2022, nous sommes à un peu moins de 55%. Donc, je vous disais, en 2002, nous étions à 8%. Les efforts ont été faits par rapport au taux d'électrification. Donc, maintenant, nous avons dépassé la cinquantaine. Mais ce que je puis vous dire, vous avez 7 pays en Afrique qui ont un taux d'accès à l'électricité de plus de 90%. Mais vous en avez encore 7 qui ont un taux d'accès inférieur à 25%. Et les pays du Sahel sont des pays qui sont les moins électrifiés au monde. En Afrique aujourd'hui, vous avez 641 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. 41% des Africains n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Ce n'est pas un problème malien uniquement. Donc le Mali se trouve au milieu du tableau. Maintenant, pour l'aspect rural, j'ai participé à la création de l'AMADER. J'étais conseiller à la présidence, le dossier. Travaillé avec le ministre de l'énergie de l'époque et celui qui va finir par être le PDG de l'AMADER par la suite. L'objectif, c'était d'électrifier le milieu rural avec des énergies renouvelables. C'est un projet que nous avons monté avec la Banque mondiale parce que vous avez 60% de la population malienne qui vit dans les zones rurales. Et donc, c'est un objectif qu'il fallait atteindre. Et si vous regardez la structure de notre produit intérieur brut, de notre économie, vous avez le secteur primaire, c'est-à-dire le secteur agro-silvo-pastoral dont Dr Togola vient de parler, qui est le nerf, qui est le centre névralgique de notre pays, de l'économie de notre pays. C'est-à-dire il faut que nous allions vers l'agroalimentaire, transformer les produits agricoles pour aller vers l'agroalimentaire. C'est 40% de notre PIB, le secteur primaire. Le secteur secondaire, c'est 20% de notre PIB. Ça, ce sont essentiellement les industries et les mines. Et vous avez le secteur tertiaire, les services, où il y a les finances, les transports, le commerce. Et une grande partie de l'économie urbaine et informelle, c'est 40% de notre PIB. Donc, vous voyez la difficulté. Sans électricité, ça va être difficile de faire cette transformation. Je vous donne uniquement le cas du lait en poudre ou de la pâte de tomate. Le lait en poudre, aujourd'hui, le Mali a le second plus important cheptel de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Mais nous n'avons pas de lait disponible à Bamako aujourd'hui. Il faut la croix et la bannière pour avoir du lait. Pourquoi? Parce que les zones de production ne sont pas liées aux zones de consommation. Et le lait, quand on le produit, on n'arrive pas à le conserver. Et quand on même cela, même si on arrive à le conserver, comment le transporter dans les zones de production? Donc l'électricité joue un rôle important dans cela. Et donc, si l'accès était donné aux populations rurales, comme nous l'avions si bien dit, non seulement elles pourraient augmenter leurs revenus, mais ça augmente la valeur ajoutée de l'activité. Et toute cette chaîne va bénéficier à l'économie totale. Donc c'est cela qui est important. Malheureusement, aujourd'hui, là où je m'étais arrêté quand vous avez pris la parole, c'était l'offre et la demande. Nous avons un déficit de production de plus de 300 mégawatts actuellement, mais c'est une bonne chose pour une société commerciale d'avoir quand même une demande assez élevée comme ça. Mais pourquoi l'offre ne suit pas? Parce que quand on parle d'électricité, il y a des problèmes au niveau de la production d'abord. Parce que le thermique, en 2018,
nous sommes passés à près de 70%, 71% des achats de EDM concernant le thermique, et on parle de 141 milliards, et on est passé à 79% en 2021. Donc ça veut dire que la part du thermique continue à croître, alors que le cours du dollar a augmenté, parce que les hydrocarbures sont achetés en dollars, mais le cours aussi du pétrole a augmenté. Donc vous avez eu ces deux hausses qui affectent les coûts de production d'EDM. Donc pour produire, ça coûte plus cher, puisqu'on a une grande partie du thermique. Pour transporter, on a des problèmes parce que les lignes sont surchargées, sont saturées, et les postes sont saturés. Donc il a été estimé par le bureau du vérificateur qu'en 2016 et 2019, 81 milliards de francs CFA de pertes d'énergie ont été recensés. C'est-à-dire l'énergie qui a été produite, mais qui n'a pas pu atteindre les consommateurs. La demande en électricité en 2023 était de plus de 500 mégawatts de besoin. Ça, c'est seulement le besoin. Aujourd'hui, ce qu'il y a en disant que le Mali, c'est 500 mégawatts, aujourd'hui, les besoins, peut-être on évalue l'énergie. C'est ça les grands défis chez nous. Aujourd'hui, les défis, c'est que nous faisons toujours des évaluations au tenté. Et l'énergie, c'est les infrastructures. Et les infrastructures, moi, j'ai fait la Russie. Et quand Lénine a pris le pouvoir après la révolution bolchevique, on lui a demandé quel est son programme pour l'URSS. Il a dit qu'il y a deux programmes. L'alphabétisation de la Russie, parce que le taux d'alphabétisation de la Russie en 1917 était moins de 20%. Et l'électrification de toute l'URSS. Et parce que la Russie, c'était les grandes villes seulement des stars qui avaient l'électricité. Parce qu'ils disent, si on alphabétise une population qui est éduquée, on lui donne l'énergie, il prend soin de son développement. Donc, c'est-à-dire, l'énergie, c'est le développement. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, je viens à ce que mon grand frère Diakité et aussi Makalou viennent de dire, le Mali est au centre de l'Afrique de l'Ouest. On est un hub naturel. On a de l'espace, on a l'ensoleillement, on a la terre, on a l'agriculture. Qu'est-ce qui nous manque pour devenir? On a l'eau. Et les compétences. Donc, maintenant, je pense que notre politique et notre vision énergétique est différente de l'énergie des autres. C'est-à-dire notre continentalité et du fait que nous sommes à équidistance presque de toutes les capitales. C'est vrai. Et donc, c'est un avantage extraordinaire de propulsion, c'est-à-dire et de développement pour toute la sous-région autour des services énergétiques. Mais si on ne les fait pas, qu'est-ce qu'on devient? On est en même temps le plus grand marché intérieur de l'IMOA. Donc c'est là que les autres vont produire et nous, on est obligé de payer à l'intérieur. Donc on ne va pas tirer profit de notre centralité. Donc je pense que c'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire aujourd'hui, la question énergétique, elle est stratégique pour notre pays. Donc elle doit être vraiment parmi... Je sais que les autorités font beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de... Si on prend les cas des exonérations, des énergies renouvelables, on s'en félicite. C'est un effort énorme des autorités vis-à-vis pour que les gens puissent avoir des panneaux solaires, les équipements et tout. Mais nous devons aussi voir avec cela comment nous pouvons créer ces cadres-là pour que la production, ce n'est pas 500 mégawatts. Parce que si on fait 500 mégawatts, cela veut dire qu'on est en train de satisfaire les besoins immédiats. Mais nous voulons aussi attirer, parce que la priorité des autorités, c'est aussi d'attirer des investisseurs chez nous. Et quand un investisseur vient, il regarde quoi? Quelle est la disponibilité de l'énergie et quel est son prix? Donc je pense aujourd'hui, c'est de créer vraiment un élément qui permettra aux Maliens, c'est-à-dire depuis l'école, la formation, les compétences, la disponibilité des compétences, les cadres réglementaires, les cadres des investissements et aussi la disponibilité, c'est-à-dire qui va nous permettre d'avoir des investisseurs pour que les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers, les IPP puissent financer. Donc je pense que c'est un peu ça qu'il faudra pour pouvoir résoudre vraiment. Parce que voyant vraiment... on a une difficulté majeure, mais cette difficulté, en trouvant la solution, on ne doit pas trouver la solution à court terme. Il faudra qu'on sorte de l'urgence, parce que l'énergie n'est pas dans l'urgence. L'énergie, c'est l'économie. Et l'économie, c'est les infrastructures. C'est vraiment, c'est-à-dire, on doit maintenant se projeter que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui
ne doit plus jamais se répéter, au moins dans 10 prochaines années. Messieurs, si je vous demande comment augmenter la production pour en finir avec les délestages, vous me direz certainement qu'il faut des investissements et vous aurez certainement raison. Mais comment peut-on investir en regardant cette infographie que je vous invite à voir, qui va nous amener justement à parler de l'énergie du Mali financièrement. On parle de 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, donc pour 600 milliards de francs CFA de dettes envers ses fournisseurs, sans oublier bien sûr ceux qui ne veulent jamais s'acquitter de leurs devoirs et qui procèdent aux branchements illégaux. Donc rien que les branchements illégaux représentent 7 milliards de francs CFA de pertes pour eux. Messieurs, je veux tous vous entendre sur cette infographie. Monsieur Makalou. 600 milliards, c'est 3 fois le chiffre d'affaires, la dette, mais je pense que ça, on a dépassé tout cela maintenant. Mais ce qui est de grave chez EDM, c'est que les capitaux propres sont négatifs. Si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est moins 121 milliards. Et vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'entreprise en l'état actuel doit cesser toute activité. Elle est incapable de financer son activité. Parce que quand les capitaux propres sont négatifs, selon les termes, les normes comptables et financières, cela veut dire que ses dettes dépassent son patrimoine net. EDM n'est plus bancable aujourd'hui, EDM n'est plus finançable. Mais ce dont personne n'a parlé, c'est que les comptes d'EDM, les états financiers d'EDM ne sont pas certifiés. Donc, que je comprenne. Et cela a de l'incidence sur sa trésorerie, comment elle peut emprunter de l'argent. Donc il n'y a pas une transparence, c'est ce que vous voulez dire? Mais bien sûr. Quand vos états ne sont pas certifiés, ça veut dire qu'ils ne sont pas conformes aux normes comptables et financières. Mais pourquoi personne ne parle de cela? Maintenant, j'ai dit, depuis 2018, EDM appartient à 100% pour l'État. Ça veut dire que, on a dit autour de cette table, est-ce que l'État peut entreprendre ces investissements lourds en termes de production, de distribution, de transport et de distribution et de vente? Non, je pense que l'État ne peut pas. Donc il faut changer le modèle économique. Il faut l'adapter. On a parlé, moi j'étais quand même le premier coordinateur de l'unité des partenariats publics-privés et nous avons travaillé sur les directives des partenariats publics-privés pour l'UEMOA, les 8 pays, parce que les chefs d'État nous avaient instruit en 2012 de faire de cet outil un moyen d'attirer, de pouvoir financer les investissements à moyen et long terme, mais c'est un échec patent. Parce que la transparence, ce dont M. Togola a parlé, comment améliorer les procédures, mais les délinquants à col blanc se sont mis à travers. On a mis des législations en place qui sont inapplicables et tout le monde voulait des DAO assez rapides avec des gré à gré. Ça ne peut pas marcher. La gouvernance est la base de tout. Vous ne pouvez pas demander à un investisseur de venir dans un pays et de mettre son argent dans un milieu corrompu, dans un milieu non transparent. Donc il faut vouloir jouer le jeu si vous voulez que les gens viennent travailler avec vous, mais non seulement cela, mais la manne de la diaspora est là. Ce que la diaspora malienne envoie au Mali, c'est plus important que l'aide publique au développement. Mais est-ce que c'est ce qui explique le fait qu'il y a quelques mois, voilà, l'État, le ministère de l'Énergie particulièrement, a tenté de mobiliser des ressources financières au profit d'EDM et ça n'a pas marché, on peut le dire ainsi. Mais en fait, je crois que... Non, c'est le premier salon des investisseurs pour l'énergie au Mali. J'étais panéliste lors de ce salon. L'objectif, c'était de mobiliser 2252 milliards sur la période 2022-2026. Mais la table ronde en elle-même devait mobiliser à peu près 580 milliards. Et qu'est-ce qui a été finalement fait? Non, mais qu'est-ce qui peut être fait si vous n'avez pas un cadre attractif, si vous ne rassurez pas les investisseurs, y compris les investisseurs nationaux? Il y a des Maliens qui sont prêts à investir. Il ne s'agit pas, quand on parle d'investisseurs, on ne parle pas des étrangers toujours. On parle des Maliens aussi qui sont prêts à investir dans l'outil de production. Mais encore faut-il qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la bonne gouvernance. Malheureusement, tout le monde veut se faire de l'argent assez rapidement sur le dos des investisseurs et cela ne peut pas marcher. Cette campagne n'a pas réussi. Donc moi je dirais que vraiment c'est les chiffres qui sont là, mais ces chiffres-là, moi j'en ai vu pire
et qui se sont redressés. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les Maroc en 1998, comment était vraiment la société marocaine, mais il a eu une volonté, ce qui est le plus important. Et il y a d'autres pays au Kenya et que j'ai eu l'opportunité de travailler. Donc on n'est pas dans le fond, on peut se relever, c'est encore, vous donnez encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir. Mais il faut créer un cadre, c'est-à-dire toute une question, c'est-à-dire de se dire aujourd'hui, il y a une volonté politique. On doit dire que vraiment on est sur un logiciel, c'est un chemin que l'État va se fatiguer parce que ce sera très difficile pour l'État d'être le seul bailleur de fonds. C'est très très difficile. Donc, et ça pénalise l'économie. Parce que, et aussi, il faut un volet important, c'est que c'est le milieu rural. Parce que moi, je l'ai dit, on a l'avantage du Mali aujourd'hui est que tous les instruments sont là. Je pense que M. Makalou a dit, la Madère est là pour l'électrification rurale, l'EDM est là pour le milieu rural. Donc, il y a des conditions qui sont là. Il y a la question de péréquation tarifaire et il y a aussi de trouver des mécanismes. Et l'État dispose de beaucoup de leviers. Je pense que les spécialistes de l'État savent, ils ont beaucoup de leviers pour mobiliser les ressources. Mais la première chose, c'est qu'il faut créer un cadre. Et ça, on n'a pas parlé des réseaux. Même si nous faisons aujourd'hui des productions partout, mais les réseaux, il faut les voir, il faut investir. Et surtout, il faut qu'on ait une innovation. Et cette innovation existe. Ça a été fait ailleurs. Nous pouvons trouver des innovations pour permettre aux Maliens d'investir. Il y a les toits solaires, il y a beaucoup de mécanismes dans l'énergie qui permettent d'alléger l'État et maintenant de permettre aux populations, la diaspora et d'autres investisseurs de venir. Et je pense que ce chemin peut être appliqué au cas du Mali. Monsieur Diakité? Non, c'est juste la volonté politique. Et puis moi, j'ai des doutes par rapport à ces 600 milliards. Pour inciter les investisseurs, il faut la bonne gouvernance. C'est tout. Et la volonté politique affichée. Ces dettes-là, ce n'est pas des dettes réelles. Messieurs, on marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de secondes. Rebonsoir et merci de suivre Entreprendre. Je vous rappelle que notre thème ce soir est énergie. Quel modèle économique adopter? Et pour en parler, je suis toujours en compagnie de nos invités. Notre invité principal est Dr Ibrahim Togola, président, directeur général de Access. Merci Monsieur Togola d'être resté sur le plateau. Nos deux autres invités sont l'économiste Modibo Mao Makalou, ancien conseiller chargé des questions d'énergie à la présidence de la République de 2002 à 2017. Merci également Monsieur Makalou. Merci à Monsieur Abdulwahab Diakité, le président de l'Association des consommateurs du Mali, d'être également sur notre plateau. Messieurs, nous allons regarder cette autre infographie qui va nous amener à parler du coût de production et de vente donc, de l'énergie au Mali. On parle d'un coût de production entre 140 à 160 francs CFA le kilowattheure, mais pour un prix moyen, je précise bien, de vente du kilowattheure à 90 francs. Ce n'est pas de nature à redresser l'entreprise, me direz-vous? Non, ce n'est pas ça la difficulté. Le prix de vente moyenne, en fait, les prix de vente sont constants depuis 2002. Depuis 2002? Depuis 2002. Par la volonté de l'État. Monsieur Diakité vous l'a expliqué. Donc 20 ans au moins, 21 ans pour être précis. Oui, alors que les coûts de production sont en train de flamber. Donc vous comprendrez que c'est... Vous l'expliquiez tout à l'heure, le carburant, le prix du carburant a augmenté, le dollar a augmenté, mais ce prix est resté, c'est la subvention de l'État. Et qui ne suffit pas, qui au départ a commencé avec 20 milliards, mais en 2021, c'était 60 milliards que l'État a donné. Donc on ne peut pas parler de manque de volonté politique par rapport au secteur de l'électricité. Mais par contre, c'est un puits sans fond. Et je pense que l'État a eu la volonté, mais a manqué de méthode par rapport à EDM. Je pense qu'il fallait quand même un audit infrastructurel d'abord, voir un peu quel est l'état, faire l'état des lieux des infrastructures, parce que ça n'a pas été fait depuis si longtemps. L'État a manqué de moyens, mais maintenant, il faut identifier les besoins. Parce que sans l'outil de travail, de production, d'exploitation, on peut pas produire et fournir de l'électricité à bon coût. Aussi, les lignes de transport, les postes aussi, qui sont considérés de source, mais aussi le système de commercialisation, la vente. Il faut revoir tout ça, comment les agences peuvent être connectées, comment on peut aller vite avec des... Il y a toute une restructuration à faire, c'est ce que vous voulez dire? Il faut un audit d'abord, un état des lieux, un diagnostic.
Et sur la base du diagnostic, on identifie les goulots d'étranglement. Et ensuite, on met en place des solutions innovantes, des solutions pratiques. On va parler des solutions. Et c'est ça qui va permettre à la société de rentrer. Parce que l'électricité dans tous les pays du monde est rentable. C'est rentable. La situation de l'EDM n'est pas désespérée. On ne l'a pas dit aujourd'hui, mais EDM, c'est plus de 2500 agents, sans compter 500 stagiaires, d'après Madame la ministre. Monsieur Diakité, vous savez, quand je parle de volonté je vous ai vu politique, tout à l'heure, comme Monsieur Makalou disait tout à l'heure, qu'il fallait peut-être revoir le prix. Je vous ai vu, vous n'étiez pas d'accord. Non, parce que... Rassure-moi. En fait, docteur, quand je parle de volonté politique, là, c'est la volonté politique d'assainir et d'aller. Oui. Mais non, parce que je ne suis pas d'accord quand on a la volonté politique de faire de l'EDM une vache laitière. Monsieur Togola, je vous fais réagir juste après cette autre infographie pour voir la principale, mais vraiment là-haut, le secteur dans lequel EDM dépense beaucoup plus. On parle de 193 milliards de francs CFA d'achat de carburant rien qu'en 2022. Plus de 50% de la production électrique est basée sur le combustible dans le modèle économique actuel, enfin, dans le modèle de production d'énergie du Mali actuellement. Vous savez, par rapport au coût des combustibles, on prend les diesels. Les diesels, 1 litre de diesel, c'est 4 kWh de contenu énergétique qu'on prend du port pour faire venir, mettre dans un moteur, payer tous les frais de fonctionnement de ce moteur d'entretien pour avoir 4 kWh à la sortie. Et ces 4 kWh, les litres de diesel, c'est 80 francs, et on les vend, comme on l'a dit ici, c'est côté énergétique, c'est ce qui veut dire on les vend à moins de 100 francs. Comment on va s'en sortir? Ça va nous permettre de construire combien de centrales solaires, combien de barrages hydroélectriques, avec les sites qui sont connus. Donc, mais du fait que nous sommes dans l'urgence, et on arrive toujours dans l'urgence, et ça nous oblige à aller, une solution urgente n'est jamais la solution la moins chère. Elle est toujours coûteuse. Elle est toujours coûteuse. Voilà. Et donc, tant que nous serons dans ça, donc nous allons, c'est-à-dire tout le monde fait des efforts. Aujourd'hui, c'est difficile même pour les Maliens de savoir tous les efforts sans doute que nos autorités sont en train de faire. Mais malgré tous ces efforts qu'ils font, c'est pour pouvoir donner des résultats qui ne satisfont ni les autorités, ils ne sont pas satisfaites, parce que c'est ce qui est l'intervention de Madame la ministre. Elle n'est pas satisfaite vraiment parce qu'elle voit qu'elle est en train de faire, le gouvernement fait beaucoup d'efforts, et les populations aussi sont en train de souffrir. Parce qu'avec les délestages. Donc il est temps que, c'est-à-dire pour pouvoir sortir de ces chiffres, dépenser tous ces milliards, tous ces efforts pour trouver des résultats qui sont là en matière de productive, qu'on doit organiser, comme on a été envisagé, une analyse et trouver une solution durable, c'est-à-dire avec un plan d'investissement très clair et respecter ces plans d'investissement et avec aussi des règles par rapport à... Parce que l'EDM est utile, tout le monde sait que l'EDM est extrêmement important pour notre pays et donc l'énergie, on ne peut pas se développer sans l'énergie, donc il faut qu'on trouve une solution durable. Le carburant est l'un des principaux postes de dépenses d'énergie du Mali. Oui, mais si vous comparaison n'est pas raison, en 2015, le carburant, l'achat de carburant, les principaux postes d'achat de EDM, ce sont les carburants, mais aussi les achats d'énergie. Parce que depuis quelques années, nous achetons de l'énergie à l'extérieur. 25% de notre électricité provient de notre pays voisin, la Côte d'Ivoire. Mais paradoxalement, Monsieur Makalou, et vous allez m'expliquer, messieurs, le Mali fournit de l'électricité au Sénégal via le barrage hydroélectrique de Manatali. Comment nous Ça, c'est une autre péréquation. Je vais expliquer d'abord le carburant. Donc, en 2015 déjà, parmi les postes d'achat de EDM, le carburant et les achats d'énergie constituaient 70%. Donc en 2021, c'est un peu plus que ce montant maintenant, c'est environ 80%. Mais par contre, le personnel, les charges de personnel, en 2015 étaient de 10%. Aujourd'hui, elles sont toujours de 10%. Donc ça n'a pas évolué. Donc on ne peut pas accuser le personnel d'être le poste qui constitue la plus haute charge au niveau d'EDM. Maintenant, par rapport au barrage de Manantali, c'est un organisme d'intégration économique sous-régionale et nous avons eu une clé de répartition du barrage qui devait produire 200 MW. J'ai eu le privilège de participer à l'inauguration
du barrage de Manantali aux côtés du président Amadou Touré, du président Ouad et du président Oultaya. En ce moment, Macky Sall était le ministre de l'énergie du Sénégal. Donc il y a eu une clé de répartition, 52% pour le Mali, et je pense 39% pour le Sénégal et 21% pour la Mauritanie, quelque chose comme ça. Donc c'est une clé de répartition. Et le Mali a décidé, Felou, c'est à peu près la même chose, parce que ce sont des organismes sous-régionaux, et donc même si c'est sur votre territoire, vous devez partager la production avec vos voisins. Donc c'est pour cela que nous n'avons à peu près que 100 MW de Manantali au lieu des 200 MW produits par... Mais aussi encore au niveau de Dr Togola l'a dit, nous n'utilisons qu'un quart de nos ressources en hydroélectricité. Mais même là, nous avons des difficultés à entretenir ces infrastructures, ces barrages. Parce qu'il faut des financements, et donc en ce moment, on pourrait avoir encore plus, parce que vous savez, je vous l'ai dit, ce sont les infrastructures. L'entretien et les réparations font partie du coût de la vie du projet. Donc c'est la différence entre un appel d'offres gré à gré par appel d'offres public et la procédure concessionnaire qui te permet d'évaluer la vie du projet. Par exemple, la centrale de M. Togola, c'est de voir durant la vie de la centrale quels vont être les coûts de production, mais aussi les coûts de réparation, d'entretien, et tout cela sont pris en compte. Justement, on va voir cette autre infographie qui va nous permettre de résumer un peu ce qui a été dit durant près d'une heure d'émission sur l'impact des coupures d'électricité. En 2019, d'après une étude de la Banque mondiale, les coupures sur le réseau moyenne tension au Mali étaient de 124 jours. Et ces coupures ont occasionné une baisse du chiffre d'affaires de 10% des entreprises qui étaient inscrites sur ce réseau moyenne tension. Et monsieur Abdul Wahab Diakité, on a clairement dépassé les 124 jours de coupures cette année. C'est ce que je disais tout de suite là, l'importance économique là, l'impact économique de ces coupures, on ne peut même pas en parler. Ouais, aujourd'hui, quand vous passez dans les quartiers là, vous allez trouver les artisans assis, tête baissée. Cela veut dire beaucoup de choses. Tout simplement désespérés. Donc réellement, il y a lieu d'en parler. Et nous, notre solution, on l'avait donné, avoir le courage de s'adresser publiquement. Et les compétences sont déjà là. C'est tout. Même ceux qui ont des groupes électrogènes, mais ils ont des problèmes. Ils ont aussi des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Je vais le dire trivialement, il faut nourrir ces groupes électrogènes par des carburants. Et ça paye encore là à ce niveau. Moi, je trouve que les problèmes, c'est vraiment très difficile. Hein. C'est très difficile. C'est très difficile pour l'économie parce que c'est très difficile pour les populations. Donc, il faut utiliser ces moments pour pouvoir vraiment voir un nouveau modèle. Absolument. Il faut que, je pense que les Mali, avec tout ce que nous avons qu'on a dit, il faut aller vers, c'est-à-dire les toits solaires, permettre aux populations, créer un cadre. On a déjà une exonération sur les équipements d'énergie renouvelable. Maintenant, avoir travaillé avec les banques, il faut que la population participe à l'investissement. Tout est une question d'organisation, de structuration des business models. Donc nous devons vraiment, sinon ça, aujourd'hui, je ne sais pas combien de jours on a des coupures, et l'année prochaine, ça sera encore, parce que le défi énergétique, tant qu'on n'a pas un cadre d'investissement qui permet vraiment à la population, qui permet à notre diaspora, qui permet aux étrangers et aux investisseurs de venir à l'énergie. Moi, quand j'étais au Danemark, on finançait en Allemagne. On a nos centrales en Allemagne, on a des centrales, comme je l'ai dit, en Amérique latine. Donc aujourd'hui, on travaille avec l'Égypte, fait des centrales là-bas. Donc l'énergie, parce que l'investissement est mondial et global, donc il faudra que nous pouvons mobiliser, je pense que ça a été dit par Magalou, il y a des Maliens qui sont prêts à investir. Sinon, c'est vraiment très difficile. C'est difficile pour l'économie, c'est difficile pour le secteur informel. Et moi, je dis aussi, c'est aussi difficile pour le monde rural. Monsieur, une question toute simple, mais vraiment toute simple. Faut-il créer de la concurrence face à EDM? On va commencer par vous, monsieur Diakité. Si, forcément. Mais ça doit être basé sur un cadre cohérent. C'est-à-dire? Le cadre cohérent, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y ait la transparence
également qu'on profite des compétences de nos experts qui sont là pour faire des textes prenant en compte les intérêts de la communauté. C'est tout. C'est assez simple. Oui, on a déjà fait des textes communautaires dans ce sens. Je vous l'ai dit au niveau de l'UEMOA. J'ai eu la chance de participer à la rédaction des directives sur les partenariats publics-privés pour les 8 pays. Donc ça c'est mis en œuvre actuellement. Mais il faut se rappeler de 2 choses. Nous avons 2 composantes au niveau de l'électricité au Mali. C'est d'abord la première composante, c'est la production, le transport, la distribution et la vente, le modèle EDM. Mais il y a les producteurs indépendants privés. Donc ça, c'est l'achat. Par exemple, en période de pointe, il y a des groupes qui sont loués, il y a des gens qui viennent, qui produisent, ou il y a des producteurs privés. Donc vous avez l'achat, le transport, la distribution et la vente. Donc ce qui vient d'être dit, c'est d'avoir un cadre institutionnel et réglementaire lisible et gérable, transparent. En dehors de cela, donc je pense qu'il s'agit juste que l'État joue son rôle de mettre en place un environnement pour l'électricité. Et je pense que nous avons une commission de régulation de l'eau et de l'électricité qui doit pleinement jouer sa participation. Voilà, qui est dirigée par M. Munko. Voilà, donc et il y a cela, mais aussi ce que je voulais revenir sur la dernière infographie, ce dont on n'a pas parlé, c'est quand même que en dehors de ce qui a été mis sur l'infographie, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises et de ménages qui subissent des dommages sur leur matériel. Oui. De tous les jours et qui ne sont pas compensés. Et cela n'est pris en compte par personne. Mais il y a une étude de la Banque africaine de développement qui dit que 80% des entreprises en Afrique subissent des dommages des compagnies d'électricité à cause des coupures intempestives d'électricité. Mais aussi, par rapport à EDM, il y a une problématique dont personne ne parle. Ce sont les impayés dus à EDM, dont personne ne parle. Par l'État, le plus souvent, on se souvient de cet épisode et qui concerne une cinquantaine de milliards de francs CFA. Vous faites bien de rappeler, M. Makalou, on se rappelle de cet épisode où l'énergie du Mali a dû couper le courant à une institution telle que l'Assemblée nationale il y a quelques années. Docteur Togola. Oui, moi je dirais que concurrence à EDM, je pense que ça a été dit, il faudra surtout voir l'aspect institutionnel. Aujourd'hui, l'EDM, il faut le dire, l'EDM est un concessionnaire. C'est l'État qui est le propriétaire. Donc l'EDM dispose d'une concession autour de la production, la distribution et donc la commercialisation, la vente. Donc aujourd'hui, là où il y a un défi majeur, c'est que c'est au niveau de la production, il faut produire. Donc, il faut permettre aux IPP, c'est les Independent Power Producers, de venir mettre un cadre qui permet à ces gens-là de venir et de rendre les Mali attrayants. Absolument. Aussi bien pour les nationaux et aussi bien pour les internationaux. Il y a les domestiques, les entreprises. Il faut permettre à ces gens-là d'investir, c'est-à-dire dans l'électricité, le solaire et autres, pour pouvoir produire et commercialiser. Il y a la distribution. La distribution aussi aujourd'hui, parce qu'il faut dire, aujourd'hui, les Mali, Bamako est un pays, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc, et il faut des postes de sous-postes, etc. Donc, il faudra faire venir à une ingéniosité pour que ça ait un cadre d'investissement, que les gens puissent investir dans ça. Donc, après ceci, il ne faut pas oublier le milieu rural. C'est-à-dire le milieu rural aujourd'hui, quand même, c'est le secteur, disons, primaire qui est ce monde-là, doit avoir avec la Madère, créer un cadre et aussi une question de péréquation tarifaire qu'il faut résoudre entre le milieu rural et le milieu urbain. Je pense qu'il faudra voir tout ça. C'est tout ça. Donc réduire le coût de l'électricité en milieu rural parce que les revenus sont moindres par rapport à la capitale, c'est ce que vous voulez dire? Parce que c'est pas que c'est-à-dire quelque part le milieu rural paie les prix réels parce qu'ils ne sont pas si il n'y a pas de péréquation. Il n'y a pas de péréquation tarifaire. Il faut travailler sur les péréquations tarifaires parce que nous sommes tous des Maliens. Donc pour voir comment, c'est-à-dire ce mécanisme, je pense que des solutions existent. Il y a des grands experts au Mali. Absolument. Et il y a des exemples ailleurs. Nous pouvons juste prendre ces exemples-là, l'adapter à nos réalités
et maintenant faire sur le long terme pour que ça puisse marcher. Il y a tout juste 10 ans, le Sénégal était quasiment dans la même situation que le Mali. C'est-à-dire qu'il y avait des coupures intempestives. Et grâce aux investissements, le Sénégal n'y est plus dans le même rang. Nous allons regarder ce cas d'école. Les Sénégalais, à l'image des Maliens, étaient confrontés aux coupures intempestives d'électricité il y a tout juste une décennie. Cette situation avait entraîné, la nuit du 28 juin 2011, à de violentes manifestations ayant conduit à des incendies de plusieurs bâtiments publics, dont les locaux de la Société nationale d'électricité. Nous en avons assez, nous voulons de l'électricité. Tout ceci n'est désormais qu'un lointain souvenir au Sénégal. Selon la Banque mondiale, l'accès à l'électricité a été considérablement amélioré dans le pays ces dernières années, au point de faire partie des 8 meilleurs élèves du continent et un des tout premiers de la sous-région. Le taux d'électrification du Sénégal en zone urbaine en 2022 était de 94% contre 57% en 2016. En zone rurale, il était de 43% en 2022 contre 30% en 2016, d'après les données de l'Institution financière mondiale. Ces 10 dernières années, le Sénégal a matérialisé plusieurs projets d'électrification. À titre d'exemple, le parc éolien à Taïba Ndiaye, à l'ouest du pays, dans la région de Thiès. Ce parc, installé sur 41 hectares, est composé de 46 éoliennes de 117 mètres de hauteur pour une puissance totale de 158 MW. Il a été construit en 24 mois et a nécessité un investissement de 200 milliards de francs CFA. Lors de son inauguration en 2020, le président Macky Sall a déclaré que c'est le plus grand projet du genre dans la sous-région. Ce parc permettra la fourniture à plus de 2 millions de personnes et représente à lui tout seul 15% de notre production électrique. En février 2023, le chef de l'État sénégalais a de nouveau inauguré une centrale électrique dans la localité de Malicounda, dans le département de Mbour. D'une capacité de 120 MW, le coût de la centrale est de 101 milliards de francs CFA, d'après les autorités. À présent, l'objectif du pays est d'atteindre l'accès universel à l'électricité en 2025 et réduire le coût de celle-ci. Quand on regarde ce cas d'école, on se rend compte du chemin parcouru par le Sénégal. Comme je le disais juste avant l'élément, le Sénégal était dans la même situation que le Mali il y a une décennie. Le Sénégal était dans une situation même un peu pire qu'aujourd'hui, parce que vraiment j'ai beaucoup... Vous avez travaillé justement sur le Sénégal. Et donc je pense que non, le Mali peut faire... parce que tout est là. Si tout est vraiment là, le Mali comme le Sénégal, on a fait la carte éolienne du Sénégal. J'ai eu aussi le privilège de faire la carte éolienne du Mali. On a fait une carte solaire pour le Sénégal. On a fait la carte solaire pour le Mali. Preuve en est qu'au Mali, je pense que c'était en 2018, et le Mali a même eu le trophée. La délégation malienne, quand on était au sommet de la CEDEAO au Sénégal pour les avancées en énergie renouvelable, mais en matière de réalisation, ce n'est pas comparable. Ce qu'ils ont eu à faire en 5 ans, et nous, on n'a pas décollé. Je pense que c'est assez simple. La stabilité du pays aussi joue beaucoup dans ce genre de choses. Ce n'est pas une question de stabilité. Je pense que c'est une question de cadre, de créer un cadre d'investissement qui permet aux acteurs d'intervenir. C'est-à-dire aujourd'hui, on a eu combien de directeurs d'EDM en moins de 2-3 ans. Donc ça ne permet pas aux gens d'avoir confiance et ça ne permet pas vraiment de rassurer. C'est-à-dire aujourd'hui, l'OSER au Sénégal, l'agence d'électrification rurale du Sénégal et l'agence d'électrification rurale du Mali ont démarré presque en même temps. Aujourd'hui, ils sont à combien 1000 villages au Sénégal et le Mali, on n'a pas 200 villages. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons, c'est-à-dire avec nos autorités, parce que tout est une question de politique. Il faut dire l'énergie est politique, l'énergie est stratégique
Et donc, c'est la politique qui définit l'énergie. C'est-à-dire, donc, l'énergie n'est autre chose qu'une décision politique. Donc, si nous avons vraiment aujourd'hui... Donc, la volonté politique va permettre de résorber cette question? C'est aussi simple que ça. C'est une question de volonté politique et de mettre en place, c'est-à-dire un cadre, c'est-à-dire qui est respecté par tout le monde. Donc, quand on fixe vraiment ces différents cadres, en ce moment, les investisseurs sont à la recherche d'un marché où ils peuvent investir et où ils peuvent avoir le retour sur l'investissement en un temps bien donné. Et c'est ce que nous avons vu au Sénégal, et je pense à Mauritanie, et je pense que nous pouvons aussi faire la même chose au Mali, et j'espère que la situation actuelle va permettre à notre pays vraiment de dire « Ok, nous pouvons le faire parce que nous avons tout pour pouvoir faire ça ». Le Sénégal a réussi à le faire, ce n'est pas forcément sur fonds propres. Hein. Quand je dis fonds propres, ce n'est pas seulement l'État, il y a eu des partenaires. Donc le partenariat public-privé aussi peut... C'est ça la clé. Monsieur Makalou d'abord. Mais non, on a parlé de volonté politique. J'y crois en la volonté politique parce qu'à un moment donné, je pense que tous les dirigeants du Mali ont eu à cœur de booster l'accès à l'électricité au Mali. Mais c'est la méthode qui a souvent manqué et l'instabilité institutionnelle. Il l'a dit, la Madère avait très bien démarré. Nous étions l'un des meilleurs exemples en Afrique de l'Ouest. Mais il a fallu que cette équipe s'en aille et puis bon, après, c'est tombé à l'eau. La continuité dans l'administration. Et maintenant, le soutien politique au niveau de la Madère, je ne le sens pas tellement comme de par le passé. Parlant du président Macky Sall, sans faire ses éloges, il a multiplié par 3 la production d'électricité depuis qu'il est au pouvoir. Une politique ne se juge pas ses résultats, ce n'est pas des mots, c'est la réalité. Il a multiplié par 3 la production. Ils sont passés de 500 MW à 1500 MW sous le magistère de Macky Sall. Ça, c'est du concret. En dehors de cela, je pense que le Mali, aujourd'hui, disons-nous la vérité, il nous faut de l'introspection. Pourquoi nous n'arrivons pas à décoller en matière d'énergie et moi, le document de politique énergétique, il date de 2006. Je suis désolé de le répéter à satiété, mais il faut le reprendre. Aux réalités mais on est 2006 à aujourd'hui. Quelles sont les évolutions qui ont lieu dans le secteur? Et les états généraux dont on a parlé ici, il faut les faire, ces états généraux. Et il faut adopter maintenant un nouveau document de politique énergétique. C'est ça qui va nous projeter dans les 10, 20, 30 années à venir en matière énergétique. Et ça, c'est du ressort du ministère de l'Énergie. Pour moi, la sortie du ministre doit être une opportunité et pour le gouvernement et pour la population. Une opportunité. Une opportunité. Pourquoi? Carrément pour assainir le secteur. Assainir le secteur, appeler la population, faire les états généraux par rapport à l'électrification du pays. Ce n'est pas seulement donner de l'ampoule. Mais ça donne... Non, c'est clair. Mais qu'est-ce que nous voulons? Aujourd'hui, on a parlé de 600 milliards de dettes. Je suis sûr que si on prend un bon auditeur, ces 600 milliards ne sont pas de dettes réelles. C'est moindre à votre avis? Non, c'est moins parce que ça. ça. Parce que la ministre a également parlé de surfacturation. De surfacturation. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais malheureusement, on pense que non, il faut laisser. Docteur Makalou disait, le document de politique date de 2006. Et en 2017, nous avons demandé de faire cela. Parce que c'est quoi? Pour dire aujourd'hui, voilà la situation réelle. Mais jusqu'à présent, les populations ne savent pas la situation réelle. Dire à la population aujourd'hui, oui, l'État c'est comme ça, c'est-à-dire l'état de la situation c'est comme ça, et dans 1, 2 ans, 3 ans, il y aura ça. C'est-à-dire un planning quoi, par rapport aux sorties. Monsieur Makalou, pour le mot de la fin, les priorités aujourd'hui doivent être quoi? Oui, non, c'est ce document qui va nous permettre de prioriser, parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. La politique de l'urgence, jouer les pompiers pour éteindre le feu, ça ne nous amène nulle part, ça nous permet de tourner en rond et de gaspiller les ressources. Mais pourtant, c'est ce qu'il faudrait mettre en place aujourd'hui pour sortir. Non, mais nous sommes en matière infrastructurelle, on planifie sur 10, 20, 30 ans. Et ça fait partie de la vision politique d'un pays. Et c'est ce qui nous manque. Et ce document de politique énergétique, nous en avons besoin, qui va servir de référence pour les investisseurs, mais aussi pour tous les intervenants du secteur. Et ce qui est intéressant dans cette idée des États généraux, c'est d'amener tous les intervenants autour d'une table pour discuter du Mali, de faire des diagnostics, de faire des propositions
et d'élaborer des documents en fonction de cela, que tout le monde comprend de manière participative et inclusive. Et c'est cela qui va nous permettre aussi de les mettre en œuvre, de ne pas mettre... Il ne s'agit pas d'aller faire des copier-coller et des documents qui ne sont pas adaptés à notre contexte. Si nous appelons tous les intervenants du secteur pour plancher là-dessus, je pense que le bout du tunnel ne sera pas loin. Docteur Ibrahim Togola, pour le mot de la fin, il faut forcément arriver à ce mix énergétique tant souhaité, tant voulu. Mais on avait un mix qui s'est détérioré, c'est-à-dire le mix énergétique malien, à un moment donné, c'est-à-dire le Mali, c'était la majorité, c'était l'hydraulique. 4% énergie solaire. Voilà, et aujourd'hui, c'est les thermiques. Aujourd'hui, à ce moment, l'énergie solaire est devenue une énergie très compétitive, très fiable. Il faut dire aussi que le Mali a un potentiel important en éolienne. Et le Mali a un potentiel important en biomasse. Oui. C'est-à-dire combien l'Office du Niger que nous avons, combien de mégajoules sont brûlés chaque année après les récoltes. Soukala aussi. Hein, et Soukala. Donc je pense que, et nous, j'ai eu vraiment ce honneur de travailler sur la cartographie énergétique du Mali. Donc on a la cartographie de notre pays en matière de biomasse, en matière de solaire, en matière d'éolienne et en matière d'hydraulique. Ça ne se justifie pas que le Mali aille sur le thermique. Mais si on est sur vraiment le court terme et l'urgence, ça fait que l'État est en train de dépenser des ressources énormes et que l'État peut vraiment économiser ses ressources. Donc nous devons aller vraiment sur des solutions, une planification et avec une vision concertée et aussi avec les réseaux électriques. Et les réseaux électriques qui est important. Donc je pense que ça, en combinant ces efforts et la participation citoyenne, moi je dirais au Mali, parce que l'expérience nordique, si vous voyez ces pays nordiques-là, leur expérience est basée sur une participation citoyenne des populations à la production d'électricité. On peut faire ça. Donc la situation actuelle, pour moi, c'est plutôt une opportunité. C'est difficile. C'est difficile pour les populations, c'est difficile pour l'économie, c'est difficile pour l'État, mais nous devons saisir ces momentum-là pour pouvoir bâtir une solution qui va nous permettre que, comme les autres pays, ça soit une situation qu'on va dire qu'il y a 10 ans, on avait ça dans notre pays. Je rappelle que pour ce débat, nous avons bien sûr invité que ce soit EDM, le ministère et d'autres acteurs clés de l'énergie au Mali, mais nos demandes sont restées bien sûr lettres mortes. Merci messieurs d'être passés sur le plateau, d'entreprendre, éclairer nos téléspectateurs sur cette question d'énergie. Merci monsieur Abdulwahab Diakité. Je rappelle que vous êtes le président par intérim de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Merci monsieur Modibo Mao Makalou. Je rappelle que vous êtes économiste, ancien conseiller chargé d'énergie à la présidence de la République de 2002 à 2017. Merci à vous, monsieur Dr Ibrahim Togola, notre invité principal. Vous êtes donc le président du conseil d'administration de Mali Folk Center. Vous étiez surtout sur ce plateau en qualité de président directeur général de Access, qui évolue donc dans le secteur des énergies renouvelables. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM.